Merci beaucoup. Je vais également m'exprimer en anglais. Ce n'est pas non plus ma langue maternelle, pas plus que le français, mais malgré tout, l'anglais pour moi reste une langue que je maîtrise mieux que le français. Et ce, en dépit de nombreuses vacances passées en France. Donc je m'en excuse. Ce qui m'a frappé jusqu'à présent, c'est à quel point il y avait des positions différentes en termes d'apprentissage dans les différentes institutions scolaires en Europe et en Amérique du Nord, y compris le Canada, bien entendu. Et mon introduction va vous montrer le système, le principe, en fait, qui est différent de ce qui a été présenté jusqu'à présent. Avant de le faire, lorsque l'on parle de système d'apprentissage, j'aimerais vous parler un peu plus des aspects de la flexibilité de l'EFP à la néerlandaise. On va dire, quelqu'un a dit cet après-midi que c'était un système reconnu comme étant flexible aux Pays-Bas, et je vais vous en apporter quelques détails, et peut-être qu'on pourra en conclure que même le système le plus flexible a des inconvénients ou présente des inconvénients. Et c'est le cas également aux Pays-Bas. Tout d'abord, j'aimerais parler des stratégies visant à améliorer la flexibilité de l'EFP aux Pays-Bas, et je vais aborder plus en détail les deux parcours scolaires et également le système d'apprentissage qui n'est plus considéré comme un système scolaire à l'heure actuelle, et la façon dont ces systèmes se sont développés et comment on peut voir que cette flexibilité s'exprime dans la réalité. Et finalement, on va prendre en considération également, à travers quelques faits et chiffres, les perspectives d'avenir et les défis. J'espère pouvoir tenir cette présentation en 20 minutes. Tout d'abord, les stratégies. J'ai commencé par... j'en ai identifié 4. Je pense qu'il y en a plus, mais ce sont les 4 principales. Tout d'abord... à la fin des années 90, pour être plus précise en 1996, il y a un grand nombre d'instituts multisectoriels qui ont été identifiés avec en leur sein plus de 20 000 étudiants dans ces établissements scolaires. Il y avait donc une fondation qui autorisait à développer un programme de formation scolaire. Et à part la Belgique, finalement, c'est les Pays-Bas qui ont le plus haut taux d'autonomie au sein de leurs instituts scolaires, qui bien sûr présentent des inconvénients, même si ce n'est pas notre sujet aujourd'hui. Et les écoles sont autorisées à développer des programmes de formation qui sont co-validés par des sociétés régionales. Les caractéristiques standards de l'EFP néerlandais, c'est que ce sont 2 parcours, donc avec un principe scolaire et également un système dual, donc recourant à l'apprentissage avec 4 niveaux. Alors, je perds quelques instants avec cette sonnerie. Il y a 4 niveaux, en fait, avec le niveau CE, C1 à 4. Et donc, d'une certaine manière, si on peut dire, vous avez 8 différents types d'instituts scolaires, 4 fois 2. Et donc, les 2 voies proposent des systèmes d'enseignement à plein temps et qui intègrent également un apprentissage en milieu sur le lieu de travail. Et donc, ces apprentissages vont être effectués auprès de sociétés qui vont être accréditées. Toutes les sociétés ou toutes les entreprises ne peuvent pas accueillir ce type d'étudiants. Par exemple, les hôpitaux, par exemple, et d'autres sociétés sont enregistrées, par exemple, comme des sociétés accréditées. Donc, il y a un grand nombre de sociétés aux Pays-Bas qui sont considérées comme des sociétés pouvant accueillir des étudiants ou des apprentis. En 2016, il y a eu l'introduction d'éléments optionnels dans les qualifications nationales qui doivent être sélectionnés par les collèges.
Et donc, il peut choisir des éléments optionnels spécifiques, par exemple, pour certains cours particuliers. Et donc, ce qui n'est pas sur cette présentation, mais qui est peut-être également très important, c'est que le système EFP aux Pays-Bas ne fonctionne pas par système de classe. On ne passe pas d'une classe à une autre année après année. On peut évoluer plus rapidement ou prendre plus de temps si l'on en a besoin. Et bien sûr, un cours qui peut prendre 2 ans avec un CEC niveau 2 peut prendre 2 ans. Mais ça, c'est un temps moyen. Certains étudiants n'auront besoin que d'1 an, d'autres 1 an et demi pour accomplir ce même parcours, et d'autres auront besoin de 3 ans. Donc, c'est un exemple. On ne peut pas quitter ce parcours sans avoir passé l'examen final, mais la façon dont on y parvient peut être une voie rapide quelque part ou une voie qui prendra plus de temps selon l'apprenti ou selon l'étudiant. Maintenant, concernant ces 2 parcours, nous avons vu 2 systèmes de développement avec des écoles sectorielles, avec un EFP à temps plein et des programmes d'un autre côté basés sur un apprentissage sectoriel. La différence, c'est que la voie scolaire va avoir 20 à 60% de son programme de formation qui va être dédié à l'apprentissage en milieu de travail, alors que la voie de l'apprentissage requiert un minimum de 60% du programme dédié à l'apprentissage sur le milieu de travail et au travail en lui-même. Donc, ce sont des systèmes équivalents qui préparent au même diplôme et qui doivent fonctionner concernant les mêmes vecteurs de communication et qui permettent également à l'AFP de répondre à des conditions économiques qui sont assez volatiles et qui peuvent s'adapter selon les conditions plus ou moins prospères du marché. Et je reviendrai donc sur ce point un peu plus tard. Ça, c'était donc le système tel qu'il était en 1980, avec le système scolaire qui était au niveau le plus élevé et avec au niveau 4 et le système d'apprentissage qui était au niveau 2 et 3. Et donc, ce n'est pas tout à fait l'équivalent du système qui existe aujourd'hui. Malgré tout, c'est intéressant de voir cette comparaison. Et donc, on voit que la plupart des étudiants participaient au niveau 2 du système d'apprentissage. Et donc, sur une période de 15 ans, le système s'est complètement révolutionné, comme on peut le voir. Et dans les premières années, au niveau 2 et au niveau 3, les équivalences ont été intégrées par rapport au système d'apprentissage au niveau du système scolaire pour proposer des alternatives au niveau 2 et 3 aux étudiants. Donc plus tard, le niveau d'apprentissage et l'équivalence entre le niveau 4, tout d'abord niveau 1 qui a été un niveau de base, finalement un niveau qui a été rajouté à la base, identique pour les deux et qui couvre finalement différents niveaux de profession, de structure professionnelle et on peut transiter d'un système à l'autre. Toutefois, et d'une certaine manière, on peut dire, quand je vous montre cette présentation, cette image qui a commencé en 1980 jusqu'à 1996, c'était uniquement 15 ans d'émergence de l'EFP, et ça a été uniquement 15 ans, et on peut dire également que ce n'était pas finalement une innovation ou quelque chose d'innovant, mais plus l'intégration de quelque chose qui était déjà présent dans les faits. Mais aujourd'hui, et c'est quelque chose qui est véritablement nouveau, donc c'est ce qui est depuis 1996, on voit ce nouveau schéma. Maintenant, le niveau d'intégration par voie et par niveau en pourcentage en 2008. Et on voit qu'en niveau 4, côté scolaire, côté voie scolaire, il y a qui est bien préféré de manière générale, de façon flagrante par rapport à l'apprentissage, avec la plupart des étudiants qui vont encore jusqu'au niveau 4, et avec un chiffre qui est différent lorsqu'on regarde le niveau 2, où on voit que un grand nombre d'apprentis, d'étudiants en apprentissage qui sont présents. Maintenant, 6 ans plus tard, où sommes-nous? On est à peu près au milieu de la crise économique. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a eu un peu de changement au niveau 4, où on est passé de 2% à 1% concernant l'apprentissage.
et la présence d'étudiants en niveau 4 a chuté pour l'apprentissage, et la même chose pour le niveau 3, mais de manière plus significative au niveau 2. Au lieu de un tiers, on est à moins de 25% qui atteignent le niveau 2. La question que l'on peut se poser, c'est est-ce que cela montre que finalement la flexibilité de ce système néerlandais répond aux besoins et aux exigences du marché économique? Alors j'ai essayé de le mettre en rouge, les chiffres, et je ne suis pas persuadée que cela apparaisse très clairement pour vous dans la salle sur ces tableaux. Et peut-être que plus tard, vous aurez une version imprimée de cette présentation, mais donc ce sera plus clair. Mais ici, ce que l'on peut voir, c'est non seulement des différences entre l'intégration dans des systèmes d'apprentissage ou scolaire, que cela a évolué à travers les années, mais on voit également que l'intégration en termes de niveau, par exemple en 2008, plus ou moins 50 000 on est près de 60 000 en fait au niveau de l'intégration. Et donc il y a eu un changement en termes de voies suivies, mais également en termes de niveau d'entrée du niveau les plus bas, c'est-à-dire niveau 2, jusqu'à le niveau les plus hauts, niveau 4. Ce se retrouve non seulement dans le parcours, dans la voie, mais également dans le niveau de formation. Alors, je crois que j'ai fait une grave bêtise. Je crois que je suis près de retrouver la page où j'étais. Ah là, voilà, vous appuyez sur une seule mauvaise touche et tout s'effondre, vous voyez. Donc on peut voir que, je pense que ce n'est pas très clair pour vous à l'écran malheureusement, mais ce que je vous ai montré jusqu'à présent, c'est la différence entre la flexibilité entre les deux voies, c'est-à-dire les voies à plein temps dans le système scolaire et la voie duale de l'apprentissage, et les différences en termes de nombre d'étudiants dans ces deux voies. Ici, c'est un peu une sorte de résumé de ce que j'ai dit précédemment, mais avec une répartition par secteur économique, avec les deux parties inférieures. Moi, j'étais enseignante par le passé, donc je vais faire comme si j'étais enseignante. Donc, on voit que le secteur technique est plus impressionnant, plus significatif. Donc, la deuxième à partir de la gauche. Et ce que nous indique les deux éléments à la fin, à droite, c'est que ce sont des systèmes, donc le système dual. Donc on voit le nombre d'étudiants qui intègrent des cours ou des formations techniques, et que ce nombre a chuté de façon extrêmement considérable. Donc ça, c'est au cours ce n'est plus le cas au cours des 2 dernières années, mais on voit également dans la voie scolaire à plein temps que cela augmente en contrepartie. Donc ce qu'aujourd'hui, c'est qu'on voit, c'est une mutation en termes de voies qui sont suivies, en termes de niveau également auxquels ils sont suivis, et également de façon sectorielle. Ces différences s'expriment également. Ici, à nouveau, ce sont les mêmes chiffres, mais avec également des pronostics pour les années à venir. Ici, on voit les pronostics en termes d'intégration dans le système dual, en alternance, et c'est la prévision d'étudiants qui devrait augmenter par rapport à ce qu'elle est actuellement. Et on voit le niveau d'intégration dans la voie à plein temps, voie scolaire à plein temps, qui augmente. En tout cas, c'est la partie en bas, et on voit que le niveau va rester assez identique, mais le côté scolaire est de plus en plus populaire finalement. Cela s'inscrit également dans le même cadre que les tendances. On retrouve cela dans les tendances et les pronostics en termes d'offres de travail par niveau d'éducation. Et donc, l'EFP a augmenté pendant un certain nombre d'années et devrait continuer à augmenter, ou plutôt même se stabiliser jusqu'en 2025. C'est en tout cas ce qui est attendu. Ce qu'on voit en rouge, c'est le niveau de personnes
personnes avec un niveau de qualification faible qui donc chute et qui continue de chuter et donc qui devrait en plus se poursuivre dans les années à venir jusqu'en 2025. Et on voit également donc la ligne intermédiaire que c'est le niveau des personnes avec les niveaux de qualification les plus élevés qui étaient assez faibles dans les années 86 et qu'on voit qu'elle a plus que doublé, voire triplé, ou qu'elle aura triplé d'ici 2025. Et donc l'idée, c'est que l'on s'attend aux Pays-Bas à ne pas avoir une polarisation des emplois, mais également on voit que le nombre de personnes de qualification inférieure va diminuer et le nombre de personnes à qualification élevée va augmenter. Et une de ces explications que l'on peut trouver sur cette absence de polarisation, finalement, c'est dû à la flexibilité procurée par l'EFP qui est à même de répondre à tout type de changement économique. Et c'est une position assez forte, assez robuste que l'on retrouve dans le système éducatif néerlandais. Donc, ce sont mes dernières diapositives. Donc, ce que nous avons vu, c'est que les voies de l'apprentissage attirent moins d'étudiants. Les nombres d'étudiants ont chuté. Et comme on voit d'ailleurs en termes de permutation entre les deux voies, qui est uniquement de 2%. Je parle de voies, bien sûr, scolaires. C'est possible de permuter entre les deux, mais très peu d'étudiants le font finalement. Et donc, j'ai recherché l'explication à ce phénomène et c'était un sujet aux Pays-Bas, c'est-à-dire à savoir est-ce que c'est un effet prévisible de la crise économique? Oui, et ça l'est dans une certaine mesure. Également, est-ce que c'est un effet collatéral ou un effet secondaire de la tendance à la hausse de la mobilité dans le système scolaire? Est-ce que c'est également un effet non anticipé de l'introduction des dispositifs de marché du travail libéral? Et c'est également le cas puisqu'il y a beaucoup d'étudiants dans le système d'apprentissage ne se voient pas offrir un contrat à plein temps, mais uniquement un contrat qui va durer le temps de leur formation. Et donc, pourquoi rester en apprentissage si vous pouvez avoir le même niveau de qualification et avoir le même résultat avec le même type d'opportunités de débouchés? Est-ce que c'est également un effet que l'on avait ignoré de l'expansion des programmes scolaires vers l'EFP avec des parties optionnelles qui ont émergé, les programmes citoyens, de citoyenneté et les performances supérieures en langue néerlandaise et en mathématiques? Et donc, cela peut être lié au nombre de temps passé à l'école sur ce type de thématiques ou sur ces domaines. Également, est-ce que les préférences évoluent de la part des étudiants de l'EFP? Il y a beaucoup d'étudiants aux Pays-Bas qui ne se tournent plus vers l'apprentissage parce qu'ils peuvent avoir également avoir un travail à temps partiel dans leur temps privé, dans un supermarché, par exemple, pour pouvoir avoir une source de rémunération. Et donc, lorsque l'on doit faire un apprentissage, il faut être au travail à 8 heures lorsque l'école commence à 9 heures. Donc, j'ai une de mes nièces, par exemple, qui a opté pour l'éducation scolaire classique parce que ça commençait plus tard le matin. Et donc, il y a également un soutien en déclin de la communauté économique ou de l'industrie et qui est lié avec la disparition du type d'apprentissage traditionnel que l'on retrouve de postes traditionnels, comme par exemple les différents métiers d'artisanat qui de moins en moins recourent à l'apprentissage. Et maintenant, nous avons vu donc ces chutes, ces chiffres pour vis-à-vis, en tout cas, du système dual. Est-ce qu'il y a une intervention qui est nécessaire de la part des institutions? Est-ce que le ministère de l'Éducation, par exemple, de l'enseignement, devrait intervenir? Et ensuite, est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que les différences, finalement, entre ces deux voies, que ce soit côté scolaire ou en alternance, sont suffisamment importantes pour que les deux restent en présence, même si les conditions évoluent au fur et à mesure du temps?
Ceci étant dit, il y reste un angle mort finalement parce qu'il y a des différences entre les étudiants des différentes voies. On voit que soit 53% de ceux qui quittent l'école, donc dans le système purement scolaire, par rapport à trouvent un travail après leur diplôme, contre 94% de l'apprentissage, de ceux qui sont en voie d'apprentissage, et 43% de ceux qui quittent l'école dans un système scolaire, contre 3% dans la voie d'apprentissage, continuent à étudier. Donc pour moi, ce sont des voies qui se ressemblent par le nom, par le type de qualification que l'on obtient au final, mais qu'elles sont finalement de nature très différente. Ma conclusion est la suivante. Bien entendu, l'EFP à la mode néerlandaise est très flexible et apporte une réponse aux évolutions et aux changements économiques à des périodes où il y a des croissances inférieures. C'est une réponse au changement de structure professionnelle, etc. Et c'est également une approche réactive à la façon dont on peut aborder l'éducation et l'enseignement. C'est également une réponse vis-à-vis de la préférence des étudiants qui ne veulent pas aller dans l'industrie de la production aujourd'hui et qui se tournent plus vers des tâches administratives pour la plupart. Et donc, c'est une question que l'on peut se poser. Mais en fait, j'en reviens à ma question. Qu'est-ce que cela sous-tend? Le niveau le plus bas, il y a toujours des étudiants qui sont au niveau les plus bas, au niveau apprentissage, et qui recherchent toujours des emplois. Mais si ce que nous avons vu ce matin devient vrai et que ces postes disparaissent à l'avenir parce qu'ils seront remplacés par la technologie à l'avenir, que ce ne seront plus des emplois possibles, qui se retrouvera laissé sur le bord de la route? Ce sont les étudiants de l'EFP. Est-ce qu'il reste des emplois pour eux? Donc vous pouvez avoir un système très flexible, ce qui est formidable, et on peut évaluer ou anticiper les changements économiques du système. Mais cela ne résout pas le problème des étudiants qui resteront sur le côté de la route. Mais qui aura les emplois au final quand ils se réduiront, et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour répondre à ce nouveau défi? Je vous remercie de votre attention.